À tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en présence d'Estelle Fay, bienvenue. Merci. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a Ouijigo, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc, comment est-ce qu'est né ce nouveau récit? Alors, en fait, il y a une période historique qui me passionne vraiment, c'est le XVIIIe siècle. Et en fait, souvent on connaît la Révolution française en France, mais beaucoup moins tout ce qui l'a précédé. Et la Révolution française, c'est pas venu de nulle part. C'est venu vraiment de beaucoup d'idées nouvelles qui ont fermenté, de gens qui étendaient leur horizon. Et ceux qui me lisent un peu savent aussi, je pense que je suis une grande fan d'océan, d'horizon océanique, ça aussi, ça me passionne. Et justement, comment au XVIIIe siècle, donc en traversant les océans, les gens, des petites gens même, agrandissaient leur horizon et mine de rien se mettaient à voir, à penser différemment le monde. Donc ça, c'est vraiment l'une des bases de départ. Et aussi, j'aime beaucoup à la fois Paris et puis les endroits très sauvages. Donc la nature vraiment beaucoup plus grande que l'homme et c'est ça que je suis allée chercher de l'autre côté de l'océan en fait, sur l'île de Terre-Neuve. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé la géopolitique de cette époque, les guerres franco-anglaises, la géopolitique autour de la pêche à la morue. Voilà, donc vous pouvez apprendre des trucs sur la pêche à la morue dans Ouijigo, c'est hyper glamour. Et j'avais toutes ces envies-là, tous ces univers-là dans la tête. Et peu à peu, j'avais envie d'un pitch en fait à la base très classique. En gros, c'est des naufragés sur une île et ils meurent les uns après les autres dans des circonstances de moins en moins naturelles et en commençant beaucoup chacun à soupçonner le voisin. Et après, de pousser ce pitch plus loin, en fait, en justement creusant le passé des personnages, en creusant aussi tous les mythes qui se croient sur cette île de Terre-Neuve, tous les mythes qui ont été amenés aussi bien par les premiers peuples, donc à être venus là, que par les marins, les pêcheurs qui sont arrivés donc du Pays Basque, d'Irlande, de Bretagne, et qui ont aussi laissé leurs propres mythes là-bas. Et puis j'ai croisé Gilles Dumay qui me parlait de la nouvelle collection qui montait chez Albin Michel, c'était il y a quelques années. Et donc je lui ai pitché ça en fait, cette histoire de naufrage et puis tous les développements qu'elle pouvait avoir, et il m'a dit je verrais bien ça dans ma collection. Voilà, et maintenant ça y est. D'accord, donc des mythes, des voyages, des grands espaces. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? Donc, l'intrigue principale, c'est vraiment un naufrage sur l'île de Terre-Neuve en 1754. Et il y a quelques survivants, certains qui étaient partis pour la même expédition, et puis d'autres qui étaient sur le même bateau, mais qui n'avaient a priori pas de lien avec eux. Il y a un petit groupe, il y a le narrateur qui est un jeune noble qui a eu, on va dire, une très grosse perte de fortune et qui a joué et bu à peu près tout l'argent qu'il avait dans le port canadien le plus proche, a essayé divers petits boulots plus ou moins légaux pour gagner sa vie et ça a très très mal fonctionné. Et donc s'est retrouvé embringué dans une expédition pour rechercher une expédition disparue sur Terre-Neuve, pour chercher un cartographe disparu. Il y a un botaniste qui lui est considéré un peu comme un oiseau de malheur par tous les gens des ports suite à diverses aventures. Il y a Marie, une voyageuse, c'est une métisse franco-algonquine, qui est un peu entre deux mondes en fait. Il y a un pasteur aussi et sa fille adolescente, il y a un trappeur, donc un marin. Bref, des gens qui n'ont pas trop de lien entre eux. Du moins on le croit au premier abord, mais la réalité peut être un peu plus compliquée. Et donc ils essayent de traverser l'île pour rejoindre la civilisation, dans un printemps qui ressemble beaucoup en fait à notre hiver. Il y a de la neige, de la pluie, de la brume, de la boue, enfin c'est des conditions très difficiles, mais c'est pas à cause de ça qu'ils commencent à mourir. Est-ce que, même s'il est plus tardif, est-ce que le naufrage assez mystérieux du Terror et de l'Erebus vous a inspiré? Pas du tout, désolée. Non, s'il y a, disons, dans les inspirations historiques, il y a notamment l'histoire de Marguerite de Roberval en fait, qui est une noble française, donc envoyée justement de l'autre côté de l'océan pour arranger les affaires de sa famille, et qui s'est retrouvée naufragée sur une île et qui a fait beaucoup de choses pour survivre. Donc il y a aussi voilà, des histoires de marins bretons, puis un peu plus tard, c'est un peu plus tardif que l'époque du roman, mais de révolutionnaires irlandais qui se sont retrouvés là-bas, enfin... Il y a pas mal d'inspirations qui sont vraiment dans cette région-là, je ne suis pas allée forcément chercher ailleurs. D'accord. J'avoue que quand j'avais lu la 4e de couverture, j'avais pensé à Chouan de Balzac, si je me trompe pas. Oui, hein, je ne dis pas d'horreur. Le côté un peu révolutionnaire. Bon, alors, c'est en Bretagne, certes. Chouan, c'est en Vendée. Mais voilà. Et donc, entre Terre-Neuve et la Bretagne, donc on retrouve
beaucoup d'ingrédients qui font le sel de vos romans. Donc il y a l'océan, la révolte, les injustices, les monstres également. Mais cette fois-ci, avec ce nouveau roman, il y a une tonalité quand même beaucoup plus horrifique. Pourquoi choisir d'écrire quelque chose de plus sombre? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait envie depuis super longtemps ou Disons, il y a plusieurs choses qui se mêlent. Déjà, de toute manière, des envies sombres horrifiques, effectivement, je les ai depuis très longtemps. Le cinéma et la littérature d'horreur, c'est vraiment l'un des genres qui m'a beaucoup formée. Je suis une grosse fan de Clive Barker, je suis une grosse fan du cinéma d'horreur. Et puis aussi, mine de rien, disons, en progressant en littérature, et notamment en littérature adulte, il y a un moment, c'était très beau au début, et puis j'ai découvert, et je me suis pris un peu en pleine figure, toutes les barrières, en fait, qu'on met dans les littératures adultes de l'imaginaire encore, aux autrices, comment être une femme qui écrit dans des genres, dans des styles, dans des littératures adultes, de mecs, entre guillemets. J'ai écrit de la dark fantasy, par exemple, c'est un genre de mec. J'ai écrit de la fantasy historique, pareil, être une femme là-dedans, c'est pas forcément hyper bien accepté. Et voilà, je me suis pris en fait tous ces murs-là dans la figure. Et au départ, c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'imaginaire, c'était super beau. Et c'est encore un monde qui est super beau, où il y a plein de gens que j'aime et que j'adore. Mais c'est aussi un monde où je ne suis pas forcément partout, tout le temps, autant à ma place que j'aimerais. Et en fait, le monstre, la littérature d'horreur, ça a souvent été, ou le cinéma d'horreur, ça a été l'un des premiers genres, voire le premier genre, qui a parlé et qui a donné des voix à des personnages. Et mine de rien, à des écrivains et à des écrivaines qui n'avaient pas forcément de place ailleurs. Par exemple, comment le premier surgissement du roman gothique, quand c'était encore hyper méprisé, c'est dû pour beaucoup à des femmes qui pouvaient écrire là, en fait, parce que les hommes le méprisaient. Et comment, mine de rien, même si c'était des monstres, par exemple, beaucoup des premiers personnages LGBT un peu visibles, ça a été, mine de rien, aussi dans l'horreur. Et voilà, l'horreur, ces ténèbres-là, c'est un endroit qui donne une place et qui donne une voix à des gens qui ne sont pas forcément dans la norme, en fait, de la grande littérature, de la littérature un peu plus bien mise. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé Ouijigo, je ne pouvais plus l'écrire avec tout l'espoir et tout l'idéalisme quelque part que j'avais avant en tant que plus jeune autrice, où je me disais ouais, non mais c'est un monde super sympa, super accueillant, forcément quoi, je vais parler d'espoir, forcément je vais parler de ça et je vais être bien accueillie. Même s'il y avait déjà en fond des bouts horrifiques quand même dans mes autres romans, par exemple dans Bohème, il y a Maëve qui marche au milieu des monstres, et quelque part c'était un peu prémonitoire, je pense, de quelque chose que je pressentais mais que je me formulais pas encore aussi clairement qu'aujourd'hui. Et voilà, et Ouijigo, c'est la première fois que je vais dans l'horreur, à la fois parce que c'est aussi ma culture, ce qui m'a formée, mais aussi parce que c'est mine de rien la culture qui me permet d'exprimer ça, en fait, cette tension grandissante que je sens entre une littérature qui devrait être la plus libre et la plus ouverte possible, et un milieu qui, de fait, encore aujourd'hui, voilà, met des barrières, demande aux gens d'être dans une certaine norme à laquelle, de fait, je ne peux pas correspondre. Et en gros, bah, soit finalement, je devenais autrice jeunesse, et puis j'allais dans des endroits où c'était facile d'être une femme. Et j'adore écrire de la jeunesse, et c'est vraiment un milieu où on peut être super libre aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui se montent, mais juste, c'est pas... Si j'écris pas de l'adulte à côté, je suis pas vraiment moi. Et l'horreur, ça me permet de parler de tout ça aussi, d'exprimer tout ça. Et j'espère de lui donner une résonance un peu plus grande en parlant finalement de commencer d'être quelqu'un qui ne peut pas correspondre aux normes auxquelles la société lui demande de se soumettre. C'est ça la base finalement de beaucoup de romans d'horreur et de beaucoup d'histoires de monstres, et c'est ça aussi que nous dit le monstre en fait, quelque part, souvent de notre société. Et ben d'ailleurs, vous cantonnez pas seulement à la littérature jeunesse ni à la littérature pour adultes, puisque vous êtes également scénariste. Est-ce que des films comme Tout ce qui grouille sous la mer ont pu influencer l'écriture de Ouijigo? Bah, en fait, c'est vraiment tout, pour le coup. À la base, mon but quand j'étais enfant, j'avais 2 buts dans la vie, c'était pas m'ennuyer, écrire des histoires. Heureusement que j'ai des parents qui ne s'effrayent pas facilement. Donc j'ai commencé par raconter des histoires, en fait. C'était pas écrire des histoires d'ailleurs, c'était plutôt les raconter. Et donc j'ai commencé à en raconter au théâtre, en scénario, etc. Mais pour moi, ce qui importe avant tout, c'est l'histoire. C'est les personnages, c'est l'histoire qu'on raconte, qu'on fait vivre, c'est le voyage, l'aventure qu'on propose au lecteur. Et donc de le faire sous forme de scénario, de le faire, etc., c'est un peu la même grande aventure qui continue.
Après, bah, avec tout ce qui grouille, on a pu aller au bord de l'océan, se confronter vraiment au décor naturel, aux éléments naturels, jouer avec la pluie, le vent pour les scènes en extérieur et tout, avec le froid aussi. Il avait vraiment fait très froid pendant ce tournage. Voilà, et les comédiens plongent dans l'océan avec beaucoup d'entrain en nous faisant croire que c'est l'été. C'est la magie du cinéma. Promis, on les a pas forcés. Promis, on les a pas menacés. Et finalement, bah, en allant à Terre-Neuve, parce que donc je suis allée jusqu'à Terre-Neuve pour vraiment trouver Ouijigo, pour vraiment me confronter aux conditions réelles là-bas aussi. Enfin, évidemment, en ayant donc une super parka du vieux campeur et en n'étant pas en train de crever de faim au XVIIIe siècle. Donc je sais, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bah, c'est la même aventure qui continue et c'est comment trouver cette immersion, cette âpreté, ce concret, cette incarnation du réel, aussi bien dans les romans que dans les films, avec l'océan, avec aussi toute cette nature qui me parle tellement. Quoi. Finalement, vous répondez à la prochaine question qui était travaillez-vous différemment pour un roman et pour un scénario? Finalement, mais ça, c'est parce que. Pas beaucoup de différence, quoi, à part la longueur. C'est parce que ces questions sont très cohérentes. En fait, s'il y a une différence, c'est-à-dire que c'est quand même avec toutes les barrières mentionnées ci-dessus, c'est quand même beaucoup plus facile de publier un roman d'imaginaire aujourd'hui en France que de monter même un court-métrage de cinéma de genre. Quand même, il y a un accueil pour le fantastique, la fantaisie, la SF en littérature, qui ont tiré beaucoup plus problématique du côté de l'audiovisuel. Il y a des gens qui se battent beaucoup pour faire changer ça, et je les admire énormément. Mais, voilà, enfin, moi je suis sortie de la FEMIS, une école de cinéma, et j'ai des amis qui sont vraiment restés du côté cinéma. Et voilà, il y en a un, il a mis 10 ans à faire son film, et moi en 10 ans, j'ai écrit je sais plus combien de romans, quoi. Je peux raconter beaucoup plus d'histoires différentes en faisant des romans que si j'étais restée juste du côté cinéma, en fait. Pourtant, au niveau horrifique, il me semble que c'est Gérard Damer comme festival qui fait la part belle à ce genre, non? C'est pas assez reconnu encore? Alors, il y a des festivals très cool qui aident vraiment à mettre le genre sur la carte. Il y a Gérard Mer, il y a l'Étrange Festival à Paris, il y a Stige en Espagne. Il y a aussi en court-métrage, Court-métrange à Rennes, qui fait un vrai bon boulot. Mais après, alors ça, c'est peut-être, disons, un peu, ça nous entraînerait un peu loin. Mais il y a beaucoup de problèmes à la fois dans la structure même des financements en France qui ne sont pas forcément adaptés à l'économie du cinéma de genre. Il y a aussi encore beaucoup de préjugés, d'incompréhension de la part d'une partie du milieu du cinéma qui ne connaît pas vraiment en fait le cinéma de genre, qui ne voit pas forcément comment ça fonctionne. Il y a aussi le fait que le cinéma vraiment... une bonne part du cinéma fantastique d'horreur, il vient mine de rien de gens qui ne sont pas forcément à la base les gens les plus... les gens les nés aux endroits les plus faciles de la société, et que le cinéma français reste encore quand même très endogame et beaucoup fait par des gens qui ont eu la chance de naître dans ce milieu. Et c'est pas forcément eux en fait qui vont parler de... Voilà, des gens qui rentrent pas forcément dans les normes, puisque eux, ils sont nés dans les normes en fait, donc, et même dans la partie supérieure des normes, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est encore difficile aujourd'hui, mais encore une fois, ça bouge et il y a des gens qui ont envie de faire bouger ça. D'accord, bon bah donc on va voir ce qui se passe dans les années à venir. Et juste sur le cinéma de genre aussi, pas se limiter vraiment au monde francophone, il y a beaucoup de pays où ça bouge et où les choses bougent, et notamment... Donc là, deux jours avant cette interview, j'étais à l'avant-première d'un super chouette film franco-marocain, voilà, qui en France s'appelle Burning Casablanca, qui est énorme, je vous encourage à aller voir. Et le réel a encore plein d'autres projets, et il nous a parlé de toute la jeune génération qui est en train d'arriver au Maroc, et dont une partie a envie de faire du genre, de la SF, tout ça. Beaucoup de réalisatrices aussi, et ça pareil, faut pas se limiter à la France, c'est vraiment des cultures internationales, il y a des choses qui bougent ailleurs aussi. Ok. Alors, on va se tenir au courant de l'actualité avec grand intérêt. Côté littérature, Ouijigo, ce n'est pas votre seule sortie 2021, puisqu'il y a aussi L'Arpenteuse de rêve, qui vient juste de sortir aux éditions Rajo, genre aujourd'hui, hier, enfin ouais, vraiment très très récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce roman? Alors, L'Arpenteuse de rêve, là, c'est du young adulte et c'est carrément de la fantaisie, donc on est à l'autre bout du spectre, avec des passages vraiment très oniriques, mais quand même un monde qui est aussi un monde assez dur, qui fait même davantage écho à notre réalité que je ne le pensais quand j'ai commencé ce roman. Parce que donc c'est un roman qui parle d'une ville de fantaisie basique. En gros, en bas, c'est les pauvres, les ateliers, la pollution. En haut, c'est les palais, c'est les riches. C'est super beau. Et dans cette ville-là, il y a quelques personnes qu'on appelle les arpenteurs qui ont le pouvoir d'aller dans les rêves et parfois de les changer de manière ou d'une autre. Et évidemment, les arpenteurs, on pense qu'ils sont tous bien nés, ils viennent des palais, ou à la rigueur de la haute bourgeoisie. Et dans la ville basse, il y a Miri, qui elle a ce don-là, mais comme elle est née dans la ville basse,
et qu'en plus elle est orpheline, ça lui a posé plus de soucis qu'autre chose. Et donc suite à une très mauvaise expérience, une vraie tragédie en fait, qui lui a coûté tout ce qui lui restait de famille biologique, elle a décidé de plus jamais se servir de ce don. Et elle s'est reconstruite après une famille de gens un peu perdus, marginaux comme elle. Et c'est un peu son petit rayon de soleil là-dedans. Dans ce monde qui est quand même encore très dur, très stratifié, etc. Simplement, avec la brume de pollution qui monte depuis le fleuve, il y a des fantômes qui arrivent dans la ville. Et autour de ces fantômes, les gens sombrent dans des cauchemars dont ils n'émergent jamais. Et peu à peu, en fait, ça se rapproche de là où vit Myri et sa famille. L'un des plus jeunes membres est touché, et pour le sauver, Myri va rompre son serment, rentrer à nouveau dans déjà un cauchemar et puis des rêves, et monter dans la ville haute pour essayer justement de sauver le plus jeune de sa famille qui s'appelle Miracle. Donc elle va essayer de sauver Miracle, vraiment. Et en gros, ce qu'elle va comprendre, c'est que en fait, elle ne peut pas sauver sa famille sans finalement essayer de trouver les alliés et de changer le destin de la ville tout entière. Donc c'est un roman qui parle d'écologie, c'est un roman qui parle d'une épidémie en fait, mais c'était vraiment pensé bien avant le Covid, donc ça a un peu rattrapé l'actualité qui rattrape. Voilà, et notamment à un moment, il y a la ville haute qui essaye de mettre des barrières pour se protéger des fantômes qui sont dans la ville basse. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, Myri, elle est dans la ville haute et elle voit apparaître aussi des fantômes dans les jardins de la ville haute parce que les fantômes, ils sont déjà là, parce que c'est pas des barrières qui vont arrêter la pollution, c'est pas des barrières qui vont arrêter le désastre écologique, c'est pas des barrières, des barricades qui vont arrêter une épidémie. Et donc, il y a vraiment une remise en cause beaucoup plus globale d'un système à faire. D'accord. Ça laisse à réfléchir, donc. Mais il y a aussi des très beaux bals et des rêves où Myri, elle est dans une sublime forêt et tout, qui sont très très magiques et très merveilleux. Là, ça reste du young adulte, c'est vraiment fait pour faire rêver. Ah, il y a quand même une petite pointe d'optimisme, c'est bien. Ah non, là, c'est du young adulte, il y a vraiment de l'espoir à la fin et tout, quoi. C'est mon côté jeunesse. Alors en fait, si vous voulez du joli qui fasse vraiment rêver et tout, vous allez du côté jeunesse. Et si vous voulez des cauchemars âpres et sombres, il y a tout le monde qui meurt, je vous conseille Ouija.